Notre invité ce matin, Dominique Bertinotti, bonjour. Bonjour. Ministre délégué à la famille. On a beaucoup parlé de vous depuis. Vous savez que on a beaucoup parlé de la famille. Oui. Vous savez que vous êtes courageuse. Merci. Écoutez, vous vous sentez courageuse en ce moment? Non. Je me considère fidèle à mes engagements et à ce que je suis. Oui, et fidèle au président de la République. Et fidèle au président de la République. Alors justement, ce projet de loi, ex-projet de loi sur la famille, a donc ne sera pas discuté, ne sera pas déposé, en tant que tel. Nous allons revenir sur les amendements qui seront proposés dans les mois qui viennent. Dominique Bertinotti, est-ce ne pas le déposer, le faire disparaître, est-ce une décision du président de la République? C'est une décision de l'exécutif, bien évidemment. Donc du président de la République. Et du Premier ministre. Et du Premier ministre. Bien sûr. Quand a-t-elle été prise? Lundi. Elle a été prise lundi. Ah bah, écoutez, officiellement... Elle n'a pas été prise avant. Alors, écoutez, moi je ne suis pas dans le secret des dieux. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que moi, à titre personnel, j'ai été informé lundi. Vous n'avez été informé que lundi? Oui, parce que je pense qu'il faut retracer un petit peu le fil de l'histoire du lundi. Il y a eu des prises de position d'un de mes collègues, puis du président de groupe. Je vais y revenir. Donc il était peut-être temps de mettre un terme, je le dis là avec beaucoup de force, de mettre un terme à ce qui devenait totalement irrationnel, totalement absurde. On ne discutait plus de la loi famille, on discutait à propos du côté de la Manif pour tous, GPA, PMA. Voilà, parler de la PMA et de la GPA, voire de la théorie du genre, de choses qui de toute façon ne figuraient pas dans la loi famille, que je ne cessais de répéter depuis des mois, et l'irrationnel l'a emporté sur tout. Donc à partir du moment où vous êtes dans un débat où l'irrationnel l'emporte sur tout, il faut savoir mettre un stop pour pouvoir reposer dans des conditions saines, rationnelles, les vrais éléments qui figuraient dans cette loi famille. Alors Dominique Bertinotti, vous avez été prévenu lundi du retrait. On est d'accord. Lundi matin, votre collègue Manuel Valls était sur RTL. Il affirmait que le gouvernement s'opposerait à tout amendement sur la PMA et la GPA. D'abord, de quoi se mêlait-il, Manuel Valls, franchement? Moi, je suis très honorée que le ministre de l'Intérieur s'intéresse aux questions de famille. Mais oui, absolument. Oui. Je pense que ça démontre... Mais vous savez, ça démontre une chose. Au-delà de la plaisanterie. Non, mais ça, la famille, nos concitoyens sont très défiants. Il y a une seule chose dans laquelle ils gardent leur confiance, c'est précisément la famille. C'est pour ça que tout le monde s'empare de cette question de la famille, parce que effectivement, chacun peut avoir son avis, son regard, la façon de se projeter dans l'avenir. Et donc, moi, je me félicite que tout le monde s'y intéresse. Que tout le monde s'y intéresse. Bon, alors, lui disait ça lundi matin, puis le président du groupe a dit une chose un peu différente dans les heures qui viennent. Ensuite, le Premier ministre a soutenu Manuel Valls. Puis, finalement, la décision est tombée. Plus de projet. Terminer le projet. Dommage, parce que vous aviez bien travaillé, on va y revenir. D'ailleurs, vous aviez bien travaillé, mais dites-moi, ça vous fait pas mal au cœur de voir tout ça Mais je vais vous dire... Combien de temps vous avez travaillé sur ce projet? Nous travaillons depuis plusieurs mois. Combien de commissions, de rapports, C'est le produit à la fois de... Moi, j'ai consulté plus d'une soixantaine d'associations qui, pour un certain nombre d'entre elles, ont remis leurs propres conclusions. Nous avons constitué 4 groupes d'experts. C'est une soixantaine d'experts qui ont travaillé là-dessus. Bon, donc il y a un vrai travail de fond qui est mené, qui continuera à être mené. Mais à partir du moment où on ne parlait plus de ce qui était le vrai contenu de la loi famille et que ça devenait prétexte à descendre dans la rue et à faire du Hollando-bashing, pour être simple, alors il fallait se déplacer. Et je vais vous dire, moi je fais de la politique depuis suffisamment longtemps et je suis aussi une grande amatrice de voile. Vous savez, en voile, quand vous voulez aller d'un point à un autre, c'est jamais la ligne droite.
C'est jamais la ligne droite. Il faut savoir tirer des bords, prendre... Le gouvernement a tiré un bord, là, si j'ai bien compris. Exactement, mais ça ne nous empêche pas... Non. Vous allez revenir. Exactement. Alors je vais y revenir. Exactement. Je vais y revenir, mais je voudrais épuiser ce moment politique parce que j'ai entendu les réactions. Vous aussi, un sénateur socialiste qui ne comprend pas pourquoi vous n'avez pas démissionné, par exemple. C'est pas dans mon tempérament. Ça vous y avez pensé ou pas? Ça n'a jamais. Vous y avez pensé ou pas, sincèrement? Non, je vais vous dire non parce que précisément, je n'ai jamais été mise en cause, y compris ni par le président ni par le Premier ministre. Bien. Donc ça ne m'a pas effleuré et je pense que j'ai des convictions qui sont apportées dans ce gouvernement. Bien. La PMA, vous souteniez la PMA il y a un an. C'est exact. Vous étiez au Cambodge? Non, je n'étais pas au Cambodge. Non, c'était pas au Cambodge, c'était où? C'était le Premier ministre qui était au Cambodge. Vous étiez ici, le Premier ministre au Cambodge, vous avez repris. Mais je pense qu'il faut savoir, la politique, c'est aussi savoir tenir compte de l'instant et du moment. Bon. Je pense que fondamentalement, un jour ou l'autre, vous êtes favorable à la PMA ou pas, Dominique Bertinotti? Je vais vous dire, cela ne se fera pas dans l'immédiat, mais dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans... Avant la fin du quinquennat, c'est possible? Je ne sais pas. Je suis incapable... Vous y êtes favorable ou pas? Mais il faudra aborder cette question de la PMA... Vous y êtes favorable ou pas? Mais à titre personnel, tout le monde sait que j'y suis favorable. Bon, vous y êtes favorable. Mais je suis aussi consciente et une politique responsable que aujourd'hui le temps de la PMA n'est pas venu. N'est pas venu. Donc il va falloir attendre. Peut-être avant la PMA, peut-être avant la fin du quinquennat. Pas impossible. Je ne m'y risquerai pas. Parce que, dites-moi, la PMA, c'est une justice, non? Comment se fait-il que des couples hétérosexuels qu'on donne la possibilité des couples hétérosexuels d'avoir des enfants grâce à la PMA, et pourquoi ne donne pas cette possibilité aux couples de lesbiennes ou aux célibataires ou aux veuves? Mais moi, je ne veux pas C'est une inégalité ou pas? Je ne veux pas rouvrir le débat. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le comité consultatif... Pourquoi avoir peur du débat? Mais nous n'avons pas peur du débat. Le débat est aujourd'hui dans les mains du Comité consultatif national d'éthique, qui peut y mettre beaucoup de sérénité, de mesures, de pondération et de répondre à cette question. Doit-on ou ne doit-on pas ouvrir la PMA aux couples de même sexe? J'espère que le CCNE travaillera vite et apportera des réponses circonstanciées. Le comité d'éthique dit oui à la PMA, vous faites quoi? Laissez-moi finir sur cette question. Parce que la PMA, c'est quelque chose qui s'est créé maintenant il y a plusieurs dizaines d'années et qui a besoin peut-être au-delà de la question de l'ouverture aux couples de même sexe d'être repensé dans sa globalité. Même dans les couples hétérosexuels, je ne suis pas sûre que l'accès aujourd'hui à la procréation médicalement assistée soit totalement égalitaire sur l'ensemble du territoire. Donc peut-être que le comité consultatif voudra réenvisager la globalité, les modalités d'accès à la PMA. Alors, Dominique Bertinotti, imaginons le comité consultatif dit oui à la PMA. Vous faites quoi? On verra. Vous suivez l'avis? On verra. Quand vous suivez? C'est ce qu'avait dit le président de la République. C'est pas moi qui le dis. On verra ce que le président de la République décidera. Bon, la loi famille, juste encore. J'entre sur les autres points de la loi famille. Simplement 2 commentaires. Un monde d'avance, vous connaissez, c'est un courant du Parti socialiste, courant de Benoît Hamon, d'Henri Emmanuelli, qui écrit « Ce recul doit être apprécié avec beaucoup de gravité. En renonçant à mettre en œuvre dans des délais prévus un engagement pris par le président de la République, le gouvernement prend le risque de se couper d'une partie de son électorat. » Et un monde d'avance engage le gouvernement à revenir sur sa décision. Vous avez vu ça? Vous me l'apprenez, c'est très intéressant. Tiens, je vous le donne. Donnez-le-moi, je vous le donne. Je vais méditer. Et Anne Hidalgo, qui ne comprend pas le retrait. Vous avez vu? Mais je regrette que l'on ait reculé devant des groupes ultra-conservateurs. C'est vrai que vous avez reculé devant un groupe ultra-conservateur? Je pense qu'il faut bien prendre en compte à quoi ça sert dans les conditions d'un débat qui sont aujourd'hui totalement biaisés, qui sont totalement irrationnels. Est-ce qu'on pouvait se donner des chances de voir légitimement passer ce projet de loi famille, avec son vrai contenu, dans ces conditions-là? Moi, je réponds, dans les conditions actuelles, non. Donc, il faut avoir la sagesse de dire, il faut le faire autrement,
différemment, prendre plus de temps. On va y venir. C'est dur la politique, non? Ça demande beaucoup de persévérance et de conviction. Il faut avoir un bon estomac pour bien digérer tout ce qu'on avale. Mais beaucoup de force. Et beaucoup de force, oui. Bon. Dominique Bertinotti, regardons un peu ce que contenait votre projet de loi, qui était très intéressant, par ailleurs, au-delà de ces querelles. Très intéressant. Une prémajorité à 16 ans, hein? C'est ce que vous envisagez. Une interrogation, oui. Effectivement, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que les jeunes ont des droits. D'abord, les jeunes de moins de 18 ans ont des droits qu'ils connaissent très très mal. Je suis sûre qu'ils ne savent pas que à 17 ans, par exemple, ils peuvent s'engager dans l'armée. Si on leur demande à quel âge est considérée la majorité sexuelle, je suis pas sûre qu'ils le sachent. Donc, ils ont des droits très éparpillés. Donc, l'interrogation, c'est de se dire, à partir de l'âge de 13 ans, est-ce qu'on ne peut pas définir des tranches d'âge dans lesquels on leur fait prendre conscience qu'ils acquièrent progressivement des droits, et en particulier entre l'âge de 16 et 18 ans, avant de tomber dans la pleine et entière citoyenneté, est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux droits? Par exemple, on autorise un jeune à devenir un travailleur, un salarié à 16 ans. En même temps, il ne peut pas avoir passé son permis de conduire. Or, on sait qu'il y a des métiers qui exigent d'avoir son permis de conduire. On est dans des situations où il s'agissait de remettre de la cohérence et de se dire aussi, est-ce qu'ils ne peuvent pas, par exemple, puisque c'est un apprentissage à la citoyenneté, participer de façon consultative à des conseils municipaux pour devenir des citoyens éclairés? Dominique Bertinotti, justement, des propositions de loi socialistes seront déposées, ce qui permettra la discussion à l'Assemblée nationale, des propositions que vous allez soutenir, que le gouvernement va soutenir vous-même. On va voir le contenu, mais je pense que il y aura une cohérence avec... Vous êtes prête à soutenir ces propositions de loi? Nous allons voir ce que le Parlement propose de façon explicite. Sur le statut de beaux-parents, les familles recomposées, le divorce, je crois au mois d'avril. C'est bien ça, c'est bien ce qui est prévu. J'attends d'entendre à nouveau Bruno Le Roux faire ses propositions. Sur ces sujets-là, si ça reprend votre texte, vous soutenez. Bien évidemment. Ce texte était fait pourquoi? Pour tout simplement dire, aujourd'hui, on a une diversité des modèles familiaux. Les enfants peuvent être confrontés dans leur propre existence d'enfants à justement des modèles familiaux différents. Comment on leur assure de nouveaux repères, de nouvelles sécurités, de nouvelles protections juridiques? Nous étions en train, et j'espère que je le mettrai désormais au futur, nous allons proposer de nouveaux repères. C'est peut-être cela qui dérange fondamentalement la droite. Le statut de beaux-parents, vous pensez que ça dérange? Alors, d'abord, ce n'est pas un statut, c'est des outils juridiques qui vont être mis à disposition des familles qui souhaitent que le beau-parent se voit reconnu une place en accord avec les parents biologiques de l'enfant. Cela signe, il y a des beaux-parents qui, depuis l'âge de 2 ans ou 3 ans, élèvent leurs beaux-enfants. Des liens se créent. Bon, est-ce qu'il n'est pas légitime de leur reconnaître des droits, y compris à transmettre une partie de leur patrimoine, ou bien d'être reconnus comme assurant et concourant à l'éducation de ces enfants? Je pense que c'est des mesures de sécurisation. On explique très clairement à l'enfant qui est qui a des droits, qui a des devoirs, et je pense que c'est dans un sens, au contraire, de sécurisation de ces nouveaux modèles familiaux. Le débat avec la droite, avec l'extrême droite, ou avec ceux qui sont très conservateurs, il est assez simple. Ils ont un modèle unique qu'ils veulent imposer à l'ensemble de la société. La société, je dis bien la société, car c'est pas une affaire de gouvernement ou de parti, fait autrement. Et nous, en tant que gouvernement, nous avons la responsabilité d'apporter de nouveaux cadres juridiques à ces nouveaux modèles. À vos yeux, la famille, c'est quoi? C'est un homme, une femme et des enfants? Ou c'est aussi autre chose? Non, mais... moi, je n'ai pas... Ou ça prend une autre forme. Je n'ai pas du tout la volonté de dire la famille, ça ne doit être qu'un couple, ça ne doit être qu'un couple avec enfants. C'est pas ça le problème. C'est de définir les rôles par exemple,
prenons le cas sur la médiation. Nous souhaitons qu'on soit concubin, pacsé ou marié. Oui. Lorsqu'on a un enfant... Séparation. Non, lorsqu'on a un enfant. Lorsqu'on a un enfant. On sache déjà, parce que les concubins, par exemple, lorsqu'ils ont un enfant, savent-ils qu'ils ont une autorité parentale, qu'ils partagent, et que même s'ils se séparent, les deux parents gardent l'autorité parentale sur leur enfant. Donc nous souhaitons mieux les informer sur leurs droits et les devoirs que cela suppose. Leur dire que s'ils se séparent, ils peuvent avoir recours à la médiation et éviter de faire en sorte que dans les séparations conflictuelles, l'enfant soit pris en otage et se trouve dans une sorte de très mauvais conflit de loyauté à l'égard de son père ou de sa mère. Est-ce que ça, c'est pas aller vers plus de sécurité et plus, au contraire, de renforcement de la famille? Ce n'est pas à nous de dire c'est la famille idéale, ce n'est pas notre propos. Ça veut dire que tous ces points, il y a aussi la simplification de l'adoption simple, qui est aussi une des idées. Là aussi, j'ai entendu beaucoup de choses, parce qu'on brandit ce qui pourrait faire peur. Et nous n'avons pas l'intention de revenir sur l'adoption plénière. Sur l'adoption simple, elle s'adresse, quand on réfléchit, elle est très peu pratiquée. C'est-à-dire qu'on maintient les liens biologiques, mais on permet effectivement d'être éduqué, élevé par une autre famille qui acquiert donc des droits. Bon, nous avons des enfants qui sont enlevés de leur famille parce qu'ils sont en situation de danger, qui ne vont jamais retourner dans leur famille originelle et qui vont avoir un parcours quelquefois depuis très jeune, depuis l'âge de 6 mois, 1 an jusqu'à 18 ans, où ils vont être de famille d'accueil en foyer avec une difficulté à créer de nouveaux liens affectifs. Dire on facilite l'adoption simple pour ces enfants et on fait en sorte que on protège et les parents qui seraient candidats à l'adoption simple et l'enfant qui serait aussi volontaire, pour dire cette adoption simple est irrévocable au moins jusqu'à l'âge de la majorité. Est-ce que offrir une seconde chance familiale à ces enfants, leur permettre de développer de nouveaux liens affectifs, c'est quelque chose de révolutionnaire. Bien. Donc tous ces points reviendront. Donc ce projet de loi va revenir par bribes, pas découpé en morceaux. Peut-être, mais en tout cas, ça faciliterait. Si tous ces points sont développés à travers des amendements, bien définis. Évidemment, j'en suis, je dirais, la garante et nous avons travaillé ensemble. Bien. Dernier mot sur le plan cancer, quelques mots simplement, parce que il y a un aspect dans le plan cancer, au-delà des inégalités contre lesquelles il faut lutter, inégalité sociale, inégalité devant la maladie. Inégalité territoriale. Inégalité territoriale. Il y a aussi le droit à l'oubli, qui m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que vous proposez à travers ce plan cancer en ce qui concerne le droit à l'oubli ? C'est un nouvel élément fondamental. Le droit à l'oubli, c'est, pour bien expliquer, jusqu'à présent, qu'on ait un cancer jeune ou moins jeune, de toute façon, la société, aussi bien au travail, dans le monde des assurances, dans le monde de l'immobilier, vous placarde sur votre front l'étiquette de cancéreux. Donc, c'est plus difficile pour avoir un prêt, les taux d'assurance sont beaucoup plus élevés. Et on vous rappelle, au-delà de ces difficultés matérielles, on vous rappelle régulièrement que vous avez eu un cancer, comme si vous étiez en survie, et non pas en vie. Donc le droit à l'oubli, c'est une façon de dire, mais une fois que le cancer est guéri, or il y a un cancer sur 2 qui se guérit, et ce taux va aller en augmentant, c'est de dire, mais voilà. Il y a eu cette maladie. Il n'y a plus de justification à ce que celui ou celle qui a eu le cancer ne soit pas considéré comme un citoyen ordinaire et bénéficie aussi bien au travail que dans les prêts, la vie de tous les jours, des mêmes droits. Et des mêmes droits. Maintenant, il va falloir négocier avec les assureurs. Oui, mais vous savez, je pense qu'il y a une vraie pression de la société, ne serait-ce que parce que on vit de plus en plus vieux, et que cette maladie est une maladie qui devient quelque part courante. Pourquoi elle devient courante? Parce qu'on la soigne aussi de mieux en mieux. Merci Dominique Bertinotti d'être venu nous voir ce matin, 8h57. Merci.